Le 4 mars 2026, un rassemblement pour la paix était organisé devant le palais de justice de Périgueux par le mouvement pour la paix de Dordogne. À cause des élections municipales du 15 et 22 mars et la période d'équité du temps de parole qui les précède, nous rediffusons que maintenant le discours tenu par Vianney Levacon, membre du Parti communiste français. On a quand même décidé, malgré le contexte où effectivement de façon militante il y a plein de choses qui se passent, de marquer le coup, parce que véritablement on sent tous, moi c'est au travers des coups de téléphone que j'ai pu avoir avec les uns et les autres, on sent tous qu'on vit un moment important, pas simplement pour le peuple iranien, pas simplement pour le Moyen-Orient et le Proche-Orient, mais on vit un moment qui est excessivement important pour l'humanité entière. Vous me permettrez d'avoir une grosse pensée pour les salariés des papeteries de Condat qui vivent quelque chose de terrible. On pourrait penser que ça n'a rien à voir avec la paix, mais si, justement. Quand on vit dans un monde de chaos social, quand on vit dans un monde où les explosions des inégalités, les explosions du chômage, la prédation capitaliste, la volonté de dominer des nations, les politiques de colonisation, et on sait de quoi on parle au Moyen et au Proche-Orient. Toutes ces politiques, elles ne conduisent qu'à des guerres, qu'à de la haine, qu'à des décennies et des décennies de désespoir. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Et c'est ce à quoi le mouvement de la paix pour la Dordogne nous invite et vous invite à penser. C'est véritablement le refus de la guerre comme solution. Et pas comme solution ultime. Comme solution à tous les conflits, à tous les problèmes et à toutes les relations difficiles entre les nations. Une seule chose compte désormais, les bombes, les missiles. Et bien ça, ce n'est pas possible. On le voit hier au Venezuela. On le voit aujourd'hui pour l'Iran. On pourrait le voir prochainement pour le Groenland. Véritablement, il faut que les peuples et les citoyennes et les citoyens et toutes les forces progressistes du monde s'emparent de cette question de la paix. Je l'ai dit, on vit un moment historique. Désormais, on nous parle de guerre préventive. Il n'y a pas de guerre préventive. Il y a des guerres, des souffrances, point barre. Il n'y a rien d'autre. Et ceux qui nous disent, on attaque, mais par contre on va riposter parce qu'il faut qu'on se défende, comme le font les États-Unis et comme le font Israël, de vitam aeternam, ce n'est pas possible. La guerre préventive, c'est de la guerre. Et ce sont des guerres de domination. Ce sont des guerres de spoliation. Il n'y a pas d'un côté les maîtres, quelques puissants dans ce monde représentant des intérêts économiques, et de l'autre des esclaves, de l'autre des peuples, qu'on désarticule, qu'on déstructure. Il suffit de voir ce qui se passe à Gaza, il suffit de voir ce qui se passe en Cisjordanie, il suffit de voir ce qui se passe au Liban. C'est horrible. Tout comme ce qui s'est passé en Syrie, tout comme ce qui s'est passé en Irak, et tout comme ce qui se passe aujourd'hui en Iran. On ne peut pas concevoir que désormais Donald Trump est sur une logique qu'on peut qualifier d'anéantissement des peuples. On ne fait plus la guerre simplement pour repousser un ennemi, non, on fait la guerre pour l'anéantir. On fait la guerre aujourd'hui, et les puissances dominantes, notamment les États-Unis, notamment Israël, font la guerre pour anéantir les peuples, les déstructurer. Ça, ce n'est pas possible. Alors, toute la propagande aujourd'hui occidentale, parce qu'il faut parler de ça, à certains égards, on ne peut plus parler d'information, mais de véritable propagande. On est en train de nous mettre en scène un Donald Trump qui ferait n'importe quoi, qui aurait des joujoux dans les mains, notamment une puissance destructrice comme jamais l'humanité n'en a eu. Et il le sait. Mais non, c'est pas ça. Derrière, il y a des intérêts financiers. Ça, il faut se le mettre dans la tête et il faut s'en convaincre. Et je vous invite pour ça à lire un document. Ce document, c'est le National Security Act, qui date de novembre 2025. En 30 pages, c'est pas Trump qui l'a écrit, c'est le Pentagone, c'est ses soutiens économiques. En 30 pages, le gouvernement des États-Unis nous explique sa conception des choses et des relations internationales. 30 pages. Il est disponible sur Internet. Allez le voir, c'est éclairant. Novembre 2025. Je vais vous citer 2 exemples. Nous voulons empêcher une puissance hostile
de dominer le Moyen-Orient, ses réserves de pétrole et de gaz. Le gaz, c'est pour l'Iran. Le pétrole aussi, mais surtout le gaz. Et les points d'étranglement par lesquels elle transite, le détroit d'Ormuz, tout en évitant les guerres éternelles. C'est clair, net et précis. Et il poursuit dans un autre chapitre sur les questions énergétiques et économiques. Le rétablissement de la domination énergétique américaine dans le domaine du pétrole, du gaz, du charbon et du nucléaire est une nécessité et une priorité stratégique absolue. Nous avons là, au travers de ce document écrit, les véritables buts de guerre des États-Unis d'Amérique en Iran et de leur 51e État qui est désormais, comme l'a dit un journaliste sur une chaîne dont j'ai oublié le nom, 51e État qui n'est autre qu'Israël. On voit bien la connivence et les objectifs stratégiques, d'autant plus que ça n'a pas trop été vu ces dernières semaines, mais ça a été relayé par une dépêche de l'agence France-Presse et du Monde. Vous avez l'ambassadeur des États-Unis en Israël qui a clairement signifié à une question qu'on lui posait sur une télé américaine que Israël pouvait et devait avoir comme zone d'influence le secteur allant du Nil à l'Euphrate. Le Nil, c'est l'Égypte, l'Euphrate, c'est Babylone, englobant toute cette zone. Et on voit d'ailleurs où frappe Israël. Tous ces pays, mis à part les pays du Golfe, les pétromonarchies et qui sont en fait des dictatures religieuses. Donc véritablement, c'est un objet de domination massif. Ce qui a fait d'ailleurs réagir tous les pays arabes, et notamment la Ligue arabe, qui ont dit non, c'est pas possible. Mais on voit les enjeux stratégiques. D'autre part, concernant l'Iran, en sortant de cette propagande, il faut revoir l'histoire. 1951, en Iran, vous avez un gouvernement démocratiquement élu, dont le Premier ministre s'appelle Mohamed Motsagheh. Première décision qu'il prend, il nationalise le pétrole iranien, qui appartenait et qui était produit et diffusé par les Britanniques, qui ne reversaient aux Iraniens que 20% des bénéfices. C'est-à-dire que les Britanniques récupéraient 80%. Première décision que prend ce Premier ministre, nationalisation. Les Britanniques ne sont pas d'accord, ils tentent un coup d'État. Ça ne marche pas. 1953, les Américains viennent au secours des Britanniques. Nouveau coup d'État, fomenté cette fois-ci par la CIA. Motsagheh est foutu dehors, mis en prison à vie, il mourra en prison. Et devinez qui c'est qu'arrive? Le chat, pas la vie. Donc aujourd'hui, son fils, on est en train de nous le présenter comme quelqu'un de super bien, alors qu'il est ami avec tous les dictateurs d'extrême droite du monde. Mais c'est ça l'histoire de l'Iran. Après, bien sûr, il y aura le chapitre des mollahs, etc. Rassurez-vous, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas notre tasse de thé. Mais ce que je dis pour l'Iran, on peut le dire par exemple de l'Irak. Saddam Hussein est arrivé au pouvoir par un coup d'État fomenté par la CIA. Des décennies et des décennies après, l'histoire, on la refait et on la revit. Et ce qui nous inquiète plus que tout, et vous avez qu'à lire le National Security Act, c'est que Trump, à côté, il y met les moyens. Nous, il y a quelque chose qui nous horrifie au niveau du mouvement de la paix. Et de loin, les États-Unis sont le pays qui dispose de la puissance militaire la plus performante au monde. 1 000 milliards de dollars est consacré juste au budget de l'armement. Donald Trump l'a annoncé, ils veulent passer à 1 500 milliards. Et ils veulent passer à 1 500 milliards pour des stratégies de domination, pour avoir plus de porte-avions, pour avoir plus de munitions, pour avoir plus de missiles, pour imposer leur logique de peur et de haine. Mais ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer à rentrer dans ce monde-là. C'est pour ça que nous estimons que des pays comme la France, des ensembles de pays comme l'Europe, doivent aujourd'hui dire « ça suffit ». Non, ce n'est pas possible. Il y a un pays qui montre une nouvelle fois le chemin de l'honneur. C'est l'Espagne, qui a dit « embargo ». La réaction de Trump a été immédiate. Stratégie de haine, de colère. Embargo sur le commerce avec l'Espagne. C'est scandaleux. Scandaleux. Un pays a toute souveraineté pour dire ce qu'il a envie. Et que ne transite pas
sur son sol et dans son espace aérien des armes qui ne vont faire qu'apporter de la souffrance, de l'intolérance, de la haine. Ce n'est plus possible. Pour conclure, moi je voudrais vous dire 3 choses. La première, je l'ai dite, c'est que la France ne mette absolument pas le petit doigt dans cet enclenchement et dans cette logique de guerre. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas où on va. Les nouvelles d'aujourd'hui ne sont absolument pas bonnes. Ça continue à se bombarder des deux côtés, mais véritablement, le détroit d'Ormuz est fermé. Si le détroit d'Ormuz continue à être fermé, les États-Unis n'auront qu'une solution. Trump l'a déjà dit, que l'armée qui va envahir le sol de l'Iran. On imagine ce que ça veut dire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, véritablement, c'est toute notre solidarité avec le peuple iranien. Le peuple iranien, il est coincé entre les mollahs et les bombes. Avec une autre donnée qu'il faut bien avoir en ligne de compte, Cuba est sur la même pente. C'est le blocus. Ça fait des décennies et des décennies que ce pays, que ce peuple n'a pas accès à des denrées, à ce dont il a droit. Ces dirigeants, je m'en fous, les mollahs, je m'en fous. Mais le peuple, non. Ils subissent des logiques de blocus qui sont inacceptables. Véritablement. Et donc, pour conclure, plus que jamais, il faut se mobiliser de façon citoyenne. Il faut aussi avoir les idées claires, notamment sur la question de l'ONU. Il faut qu'on revienne à un multilatéralisme, pas simplement à un État le plus puissant du monde qui dicte sa loi. Et soit dit en passant, qui dicte sa loi, et ça peut nous inquiéter. L'Iran, c'est simple, on le voit. Quasiment tout son gaz, tout son pétrole part en Chine. Ce que font les États-Unis et ce que fait Israël, mais surtout ce que font les États-Unis, c'est une attaque indirecte contre la Chine. À terme, la Chine ne laissera pas faire. Ça suggère des logiques de guerre à venir. Et là, des guerres entre deux puissances nucléaires les plus fermes au monde. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible non plus, soit dit en passant, qu'on nous explique que tout ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, ça va en Asie, le gaz, le pétrole, sauf que, je ne sais pas si vous l'avez vu, ce matin, le litre de gasoil était à 1,75, tout à l'heure, il est passé à 1,85. Le gaz, c'est pareil. Donc, une nouvelle fois, ce sont ceux qui financent les guerres et qui ont intérêt à ces guerres qui se gavent le plus. Ça suffit aussi. Et pour conclure, je voudrais vous citer ces mots d'une actrice franco-iranienne. Elle s'appelle Mina Kavani. Tous les Iraniens voudraient que le régime des mollahs tombe. Mais libérer le pays ne veut pas dire le détruire. Et effectivement, on n'apporte pas la démocratie, on n'apporte pas la liberté. Et d'ailleurs, Trump en a rien à foutre. L'exemple le plus parfait qu'on puisse citer, c'est l'Afghanistan. Regardez ce qu'ils ont fait de ce pays. C'est scandaleux, c'est ignoble. Et oui, la démocratie, la liberté et la souveraineté d'un peuple, ça n'appartient pas aux bombes et aux missiles. Merci. Un petit micro-trottoir après ce discours que vous avez entendu sur cette manifestation qui se poursuit après le discours de Vianney-Levacon. Comment vous vous appelez ? Est-ce que vous souhaitez rester anonyme ? Gabriel Duverneuil. Gabriel Duverneuil. À la Tour Blanche. Est-ce que vous avez quelque chose à annoncer, votre point de vue par exemple sur la situation ? Mon point de vue, c'est qu'elle est extrêmement dangereuse, cette situation, et que, comme il a été dit, mais je peux répéter, c'est la logique de la force, et le droit international est complètement bafoué depuis des années, bafoué déjà par Israël depuis 20 ou 30 ans, et là maintenant encore plus avec les États-Unis, les interventions des États-Unis. Donc on arrive à des situations extrêmement dangereuses où c'est la force qui prime surtout et pas la négociation et les bombes. Comment vous voyez la situation s'arranger ? Moi je ne vois pas la situation s'arranger pour l'instant. J'espère qu'il va y avoir une mise en échec par les peuples, donc de cette logique guerrière. Là maintenant, on ne peut pas compter sur le gouvernement pour ça, le nôtre. On ne peut pas compter sur le gouvernement des États-Unis. Il faut que les peuples interviennent, il faut que les gens interviennent pour dire
il faut la négociation et pas la guerre. Voilà, donc pour moi c'est ça. Dans les jours qui viennent, il faut essayer de faire que tous ceux qui sont inquiets de cette situation comprennent qu'ils ont à intervenir eux et pas attendre que les gouvernements fassent quelque chose. Concrètement, pour les auditeurs et auditrices, qu'est-ce qu'ils peuvent faire au quotidien, donc, à part voter par exemple, se mobiliser Oui, mais le vote des municipales n'est pas en lien avec tout ça. Donc il y a surtout manifester, en parler avec ses amis et discuter avec ses amis de tout ça. Les gens sont inquiets, donc forcément une discussion fait toujours du bien. Donc de s'intéresser au moins de ces sujets de géopolitique, des questions des ressources, parce qu'on parle aussi beaucoup du gaz iranien, de ces questions, de l'économie aussi. Oui, bien sûr. Et votre sœur? Je veux dire, il y a des organisations qui existent et qui se mobilisent pour la paix. Donc les gens, ils peuvent aussi, même s'ils ne veulent pas adhérer, ils peuvent rejoindre ces organisations qui proposent des manifestations, comme là aujourd'hui ce rassemblement. Ça, liker la page Facebook du Mouvement pour la paix et puis venir à ces manifestations. Voilà. Par exemple. Je pense que c'est important que les gens se mobilisent parce que ça va nous arriver dessus d'ici quelques temps. On a un gouvernement qui se présente comme le laquais des États-Unis. Aucune indépendance. C'est grave. On va participer. On participe. On envoie un porte-avions dans le Golfe. Ça veut dire, on est dans l'engrenage. Et ça, c'est très inquiétant. Bien, merci pour vos réactions. Cet enregistrement, on le diffuse une vingtaine de jours après l'événement, bien sûr, parce que on passe la parole maintenant à beaucoup de gens qui sont sur des listes municipales, notamment vous, Vincent Bellotto. Donc peut-être que vous avez été élu maire de Périgueux, on ne le saura pas, parce que ça sera diffusé plus tard. On se projette. Et peut-être que vous êtes dans la liste avec Alliance, ou peut-être que vous êtes dans l'opposition, on ne sait pas. Avec Alliance, c'est sûr que non. Ah, bon, on verra. Mais donc surtout de situation en Iran, des États-Unis d'Amérique qui font comme un baroud d'honneur peut-être. Ils commencent à bombarder d'abord au Venezuela, au Nigeria, on n'en a pas beaucoup parlé aussi. En Iran maintenant, avec l'aide d'Israël, qu'est-ce qui se passe? Au Soudan, en Syrie. Il n'y a rien de nouveau, certaines personnes le découvrent, mais depuis que les États-Unis sont États-Unis, c'est la doctrine qui est connue, c'est l'impérialisme américain. Malheureusement, avec Trump, cela est décuplé, mais de tout temps, les États-Unis ont concouru à diriger le monde, à réaliser des coups d'État grâce à la CIA. Il y en a des très connus, comme au Chili. Monsieur Vianney-Levacon a parlé du coup d'État en Iran, qui avait une république démocratique jusqu'en 1952, renversée par le régime américain pour des intérêts exclusivement financiers. Donc malheureusement, rien de nouveau, rien. Ce qui est très grave désormais, c'est le fait que l'ONU est totalement affaiblie et que le droit international n'existe plus. On vient d'enterrer tout simplement la notion même de droit international et donc il n'y a désormais que la loi du plus fort. Et comme les États-Unis sont les plus forts économiquement et militairement, ils dictent leurs lois au reste du monde. Alors comme on diffuse cet enregistrement après les élections municipales, on peut parler de politique et des partis politiques. Quels partis sont les moins alignés sur les États-Unis d'Amérique en France pour ces municipales et du coup pour les prochaines échéances, c'est les présidentielles. Il y a aussi les élections régionales où il y aura donc ces partis qui seront représentés. Les citoyens peuvent voter pour... Il y aura les législatives juste après les présidentielles. Oui, et les citoyens peuvent donc voter en conséquence pour qu'il y ait un changement d'alignement du pays en général. Ah oui, on peut l'espérer. Enfin, moi, je ne parle pas pour les autres formations politiques. Moi, je suis membre de la France Insoumise et la France Insoumise a toujours dénoncé l'alignement, ce qu'on appelle l'atlantisme, notamment avec les Britanniques. Donc nous, on est clair, on est pour une Europe forte et une voix de la France forte, comme il y a eu à certains moments. Bon, désormais, que ce soit Macron, vous me parlez de l'échiquier politique, j'entends très peu de critiques envers les États-Unis. Tout le monde a peur, notamment de la répression avec les fameux droits de douane. Désormais, c'est le rayon paralysant qui empêche toute opposition. On l'a encore vu, les massacres perpétrés par un gouvernement génocidaire en Israël n'a jamais été dénoncé par la communauté internationale. Pourquoi maintenant on irait dénoncer les crimes de guerre réalisés par le gouvernement israélien et les États-Unis en Iran?
Tout ça, ça fait partie d'une continuité, il n'y a rien de nouveau. Et nous, à la France Insoumise, on a toujours dénoncé l'impérialisme américain. Alors souvent, on se moque de nous en disant qu'elle n'existe plus depuis très longtemps et qu'on vit dans le passé, malheureusement. Chaque événement international nous montre que ceux qui dirigent le monde, malheureusement, ni les traités internationaux, ni l'ONU, ni même les droits commerciaux, voilà, et c'est pas mon fort, mais il y avait des règles. Désormais, il n'y a plus aucune règle. Trump s'assoit à une table et il dicte ce que doit être le monde. Voilà, c'est un grand Monopoly géant et il n'y a qu'un seul participant. Et sur l'alignement par exemple du Front National à qui on déroule le tapis rouge dans les médias Bolloré, CNews, les médias aussi de Rodolphe Saadé, aussi bon, un peu tous les médias traditionnels. Quel est son alignement vis-à-vis de la question Chine, États-Unis, Iran, États-Unis, Israël aussi? Pardonnez-moi, mais je m'en fiche de l'avis du Front National. Je le combats à la fois dans les urnes et dans la rue. Ils ont toujours été atlantistes. Je ne sais même pas s'ils ont une position parce que ça change d'un jour au lendemain. Ils ont été pro-russes pour aller chercher de l'argent parce qu'ils n'arrivaient pas à financer leur campagne. Jordan Bardella est pro-Trump. Lorsqu'on lui demande quelle est son opinion, il dit comment fait-il pour avoir autant d'énergie. Bref, donc ils n'ont aucune vision internationale, hormis celle qu'ils ont en France, de servir encore et toujours le grand capital. Et ils ne dénoncent jamais l'impérialisme, donc que ce soit chinois, russe ou américain. Je pense qu'ils sont contre-fiche complètement. De servir le grand capital, vous avez quelques exemples à citer? Tous les textes qu'ils votent à l'Assemblée nationale. Qui est contre la taxation des plus grandes fortunes, des milliardaires, qui est contre la taxation des GAFA, des grands groupes d'informatique et qui gèrent les réseaux sociaux, c'est toujours le Front National. Ils n'ont jamais été aux côtés, hormis dans les discours, et c'est pour ça qu'il y a une double face et que le travail est dur pour convaincre, parce qu'il y a le Front National qui est sur les plateaux télé et qui défend soi-disant les classes populaires, et puis il y a le Front National qui vote à la fois à l'Assemblée nationale et puis surtout en Commission européenne. J'invite tout à chacun à regarder leur vote. Ils ne défendent jamais l'intérêt des travailleurs, jamais l'intérêt des plus précaires, et ils soutiennent encore et toujours le grand capital. Pour finir sur une note d'espoir, il y a espoir aussi que les citoyens se mobilisent. Par exemple la participation citoyenne, les référendums d'initiative citoyenne, l'action des citoyens d'en bas en fait pourrait changer la politique en haut. Quel est le positionnement à la France Insoumise sur ce point de vue? Le programme de la France Insoumise au municipal s'appelait « Pour une révolution citoyenne ». Donc tout est dit. Remettre au cœur des décisions les citoyens, que le pouvoir ne soit pas accaparé exclusivement par les élus, et constamment au quotidien, demander à la fois leur avis et les consulter, c'est une chose, mais il faut aller bien plus loin. Il faut qu'ils soient décisionnaires du quotidien de leur commune ou de la destinée de leur nation. C'est pour ça que nous, on prône des votations citoyennes régulières, la mise en place, enfin, ce qui était tant demandé par les Gilets jaunes, du référendum d'initiative citoyenne dès l'âge de 16 ans. Effectivement, la solution, nous, on croit à l'intelligence collective, et la solution, elle passera évidemment que par un soulèvement citoyen, une révolution citoyenne pour reprendre en main le destin à la fois de leur vie et de notre nation. Je rajoute aussi qu'on parlait un vote du Front National, qu'il y a eu une niche parlementaire des écologistes et que dans les commissions, c'est allé très loin parce que le référendum d'initiative citoyenne locale avait été autorisé. Il était en 6e position sur la niche parlementaire des écologistes, mais qu'ils n'ont pas eu le temps d'en parler sur la seule journée qu'ils ont eue. C'était en fin février. C'était là, ouais. Et les élus Front National... les élus Rassemblement National de Perpignan, une adjointe de Louis Alliot, a refusé ce référendum d'initiative citoyenne, contrairement à ce qui avait été dit à l'époque des Gilets jaunes. Oui, tout est dit, c'est ce que je vous dis. Le Rassemblement National, il a une duplicité. Il essaye de convaincre les classes populaires et malheureusement il y arrive sur les plateaux télé parce que les gens ne prennent pas assez le temps de regarder quel est le vote réel et quels sont les intérêts défendus par les députés du Rassemblement National. Encore une fois, ils ne sont pas là pour combattre la misère, ils sont là pour la criminaliser. Ils criminalisent les syndicats et ils défendent, comme la Macronie et comme la droite, tout ça c'est un seul et même lot. Ils défendent toujours les intérêts du capital, c'est-à-dire de ceux qui détiennent la richesse, le pouvoir économique et le pouvoir médiatique. On peut finir aussi peut-être sur les médias, comment ils sont influencés. Nous, tout ce qu'on sait à la France Insoumise, c'est qu'effectivement, il y a une problématique lorsque 4 milliardaires détiennent 86% des médias français, la presse, la radio et la télé. Effectivement, ça pose un très gros souci. Il y a eu une époque où la gauche était aux affaires, elle ne s'est pas affairée à lutter contre le monopole médiatique, encore une fois c'est connu.
Lorsque vous parliez des grands milliardaires, lorsque Bolloré achète une chaîne de télé, c'est pas du tout par philanthropie. C'est simplement pour que ce soit un canal de diffusion des idées qu'il défend. Et ce sont désormais des chaînes ouvertement de propagande. Heureusement, il existe les nouveaux médias. On peut remercier Internet. Il y a encore une presse libre qui n'est pas les mains liées à ces grands groupes financiers. Mais là, c'est une lutte, encore une fois, contre le pot de terre et contre le pot de fer. Lorsqu'on sait que CNews, chaque soir, fait 5 millions d'auditeurs, on peut comprendre pourquoi le débat démocratique, en France actuellement, n'existe quasiment plus. Le pluralisme sur les plateaux est totalement incroyable. L'Arcom est totalement absent, qui est normalement l'autorité de régulation des médias. Donc, si je peux inviter les auditeurs et les auditrices à une seule lecture, je me permets de leur recommander La fabrique de l'opinion publique de Noam Chomsky et ils comprendront pourquoi la pente est désormais à l'extrême droite en France. Merci Vincent Bellotto. Merci beaucoup, bon courage.